Radio Grand Lac, on adore. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et ce soir, nous ne sommes que deux. Oui, bonsoir Kevin. Nous, le vieux couple, ensemble, réunis, oui, deux investigateurs de l'émission La 16/9e, justement. Voilà, et Vincent est absent pour la semaine, mais il reviendra normalement la semaine prochaine. Normalement, tout va bien, donc parfait. Et puis ce soir, semaine normale, nous n'avons pas de focus hommage. Non, c'est vrai, j'ai bien cru que... On a bien cru, hein. Non, on s'est tâté justement avec un hommage sur les papes au cinéma, mais bon. Ouais, bon, après on s'est dit qu'il n'y avait pas non plus tant que ça de films, donc bon, ça voilà. Mais cette semaine, nous allons bien évidemment, comme d'habitude, parler des sorties de la semaine dans un premier temps, puis ensuite donner nos avis sur les films sortis de la semaine dernière avec 3 sorties que sont Rapide, Sinners et Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Titre formidable pour un film tout à fait formidable. Et ensuite, nous aurons un conseil télé, qui sera géré par Guillaume. Oui, rapide, parce que c'est déjà du vu, mais... Voilà, ça fait toujours du bien. Et puis enfin, le focus de ce soir, ce sera les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Oui. Bonne, mauvaise idée, est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il y a du moins bon, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter? Eh bien, la transition est toute trouvée, puisque ce soir, le premier film dont je vais vous parler, qui sort ce mercredi, est une adaptation de jeu vidéo, Until Dawn, la mort sans fin, de David F. Sandberg, avec Ella Rubin, Michael Cimino 2, rien à voir avec... Peut-être. J'ai regardé, je crois pas. Non, il y a un gros écartage. Bon. Odessa Adzion. Et donc, de quoi ça parle? 1 an après la mystérieuse disparition de sa sœur Mélanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu pour chercher des réponses. Alors qu'ils inspectent une auberge de jeunesse abandonnée, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué et horriblement assassinés un par un. Mais se réveillant ensuite et se retrouvant au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, j'ai rataillé. Piégés dans la vallée, ils sont forcés de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois, la menace du tueur est différente et chaque version est plus terrifiante que la précédente. Alors que l'espoir s'amenuise, le groupe comprend qu'ils n'ont qu'un nombre limité de vies et que leur seule chance de s'en sortir est de survivre jusqu'à l'aube. C'était très long, mais on écoute un extrait. Au bout de la vieille route, il y a une maison. Abandonnée depuis des années. Prisonnière du temps. Voilà. T'avais fait le jeu vidéo, toi? Je l'ai acheté, je l'ai jamais fait. Je crois que j'y ai joué 2 heures avant de me rendre compte que ça m'ennuyait. Parce que c'est très... des jeux scénarisés, voilà, où normalement vous avez le choix, mais là, ils ont l'air d'avoir adopté la boucle temporelle. C'est ça. Donc, ce qui permet à la fois d'être une adaptation sans en être une, et en même temps d'être aussi un hommage au médium en général du jeu vidéo, puisque c'est j'ai l'impression. C'est un die and retry, quoi. Exactement. Autre sortie, c'est Des jours meilleurs, disponible au Tôle du Lac et au Pâté, de Elsa Bennett et Hippolyte Dard, avec Valérie Bonneton, Michel Larocque et Sabrina Ouazani, mais aussi Clovis Cornillac, qui décidément est partout en ce moment. Oui. À la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle n'a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, 2 femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif: participer au rallye des dunes dans le désert marocain. Il devra s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. On écoute un extrait. C'est tout pour moi, tout. C'est mon petit dernier qui me l'a offert. Il l'a fait à l'école. Un des sujets du jour, le déni. Je suis pas alcoolique, j'aime juste faire la fête, donc je sais pas ce que je fous là en fait. Moi je crois que j'ai un petit problème de sucre dans le sang. C'est plus que d'alcool, franchement. Allez. Mais t'es malade ou quoi? Tu fais quoi? Une petite comédie dramatique. Je vous avoue que j'ai vu la bande-annonce. Je vais m'endormir. Ça avait l'air assez drôle, et puis surtout la partie rallye, tout ça, pourquoi pas? Non. Ça sera non. Autre sortie, Drop Game, qui sera disponible au Tôle du Lac et au Pâté, de Christopher Landon, avec Megan Fahy, Brandon Sklenar et Violette
Bean, je pense qu'on dit comme ça. Violette, une jeune veuve qui, pour son premier rendez-vous depuis des années, se rend dans un restaurant très chic où celui qu'elle doit y retrouver, Henri, est encore plus charmant que séduisant, c'est vrai. Mais leur alchimie naissante va vite être cachée quand Violette se voit harcelée puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions qu'elle reçoit sous peine que la silhouette encapuchonnée des caméras de sécurité de sa propre maison ne tue son jeune fils, gardé par sa tante, la sœur de Violette. Si elle ne fait pas exactement ce qui lui est ordonné, ceux qu'elle aime le plus mourront. On écoute un extrait. Ça fait des mois qu'il attend gentiment de te rencontrer. C'est qu'un dîner. Bisous. Merci. Bonne soirée. Salut maman. C'est qu'un dîner. Salut. Bon, c'est un peu Très bon longuet extrait. comme bande-annonce. Non, ça a l'air faire penser, tu sais, à Nerve. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. Mais C'était pas mal, hein, oui. en fait, Nerve. Voilà. Donc, si jamais vous avez un date ce week-end, c'est peut-être le film à ne pas voir. Oui, exactement. Ou à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ravi de voir que Brandon Skennar est en train de Percer un au cinéma, un oui. peu percer au cinéma. Acteur que vous avez peut-être vu dans la superbe série 1923, dérivée de Yellowstone. Plus ou moins annoncé en futur Batman pour le Gunverse. Ouais, voilà, plus ou moins, ouais, mais pourquoi pas. Autre sortie, c'est L'amour, c'est surcoté. Disponible au Toldiac et au Pâté, c'est réalisé par Mourad Winter. Rien à voir avec Ophélie, je suppose. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas non plus. Avec Hakim Djemili, Laura Felpin et Benjamin Tranier. Diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure, un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. On s'écoute un extrait. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez. T'es prostituée. Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. Toi, t'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, frère. T'es un animal. J'en connais un qui va encore. Voilà, bon, ça peut être sympa. Laura Felpin sur tous les fronts. Oui, mais là, ça a l'air d'être un rôle qui, à l'inverse de ce que tu as vu dans Banger, Oui. ça a l'air d'être un rôle qui lui convient mieux, peut-être. Bah, Kim Djemili, j'aime pas trop. Ah, ouais, mais je connais pas du tout. C'est pas terrible. Et il y a François Damiens, je crois, qui joue le père de Laura Felpin. Laura Felpin. Oui, je pense. Autre extrait. Enfin, Autre sortie, donc c'est Neza 2, donc un film d'animation qui sera disponible aux Toiles du Lac de Yu Yang. Donc Neza, enfant démon élevé par des humains, forme une alliance précaire avec le prince dragon Hao Bing au cours d'une bataille destinée à protéger leur clan. À la suite de ces batailles, l'être d'Hao Bing s'intègre au corps de Neza qui s'embarque alors dans une quête dangereuse pour un élixir qui peut restituer la forme physique d'Hao Bing. Pendant ce temps, jalonné d'affrontements avec les démons, il découvre une conspiration qui va déclencher une guerre dévastatrice entre le ciel et la terre. Neza doit déjouer ses forces traîtresses pour protéger ce qui lui est cher. Pas d'extrait puisque la bande-annonce, il n'y a pas de bande-annonce française. Voilà, c'est en chinois. C'est le plus gros carton pour un film d'animation de tous les temps. C'est le plus gros carton de l'année. C'est Personne n'en a jamais entendu parler chez nous. En France, non, mais c'est un film d'animation très épique qui est un peu dérivé aussi de l'histoire que j'avais parlé là, de ces fameux films Creation of the Gods. Apparemment, tout ça est un peu lié en fait. Et voilà, en Chine, c'est leur. Tu vas y aller alors? Non. Ah, bon, j'ai pas vu le premier, donc et il y a aucun moyen de voir le premier, donc c'est drôle, choix très curieux. Mais en tout cas, ravi de voir qu'un film d'animation chinois est jusqu'au cinéma en France. Voilà. Autre sortie, La légende d'Oshi, disponible au Toile du Lac et à l'Astrée. C'est réalisé par Isaiah Saxon avec Finn Wolfhard, Willem Dafoe et Helena Zengel. Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Oshi, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Oshi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s'engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt. On écoute un extrait.
et autre chose. Des créatures que les habitants de l'île craignent plus que tout. Vos parents vous ont voué, vous tous, leurs garçons, à cette cause. Ils m'ont dit... C'est donc un film pour enfants, fantastique, aventure, à 24. Ah oui, ça va vachement ensemble, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Autre sortie, donc La Chambre de Mariana, disponible au Victoria à l'Astrée, de Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Artem Kirik et Julia Goldberg. 1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d'enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Cachée dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine à travers la cloison. On écoute un extrait. Alors, j'espère trouver un extrait en français, parce que j'ai un doute. Mais c'est pas français? Ukraine, on va voir. On écoute un extrait. Ніхто не буде знати, що ти тут. Je crois qu'on a notre réponse. D'accord, d'accord, oui, mais je pensais pas que la réalisatrice... Ah bah oui. Bah, je pensais que, oui, Mélanie Thierry, ça voulait dire... En fait, c'est Anne Frank, dans une maison close, avec un petit garçon, en fait. C'est ça. Pourquoi c'est pas. ça. Autre sortie qui sera disponible seulement au Victoria, c'est Alter Love, qui est réalisé par Jonathan Tayeb avec Kim Higelin, Victor Poirier et Jérémy Capone. L'histoire qui se passe à Paris de nos jours. Le temps d'une nuit, deux inconnus se rencontrent et vivent une aventure inattendue, donc une romance dont on va écouter un petit extrait. Je reviens tout de suite. Il est parti, le mec. Je sais pas, peut-être que si toi tu savais, tu fuirais aussi. Je suis prêt à rater toute ma vie. Pour Réussir toute cette... Oh waouh. C'est ça ma description du match ou pas? Ouais. Vous êtes un des plus beaux couples que j'ai jamais vus. Et ça fait combien? Avec Christophe Lambert qui joue un chauffeur de taxi. Ça s'entend. T'arrives plus à parler. C'est vrai que c'est galère pour lui maintenant, mais bon. Oui. Mais donc voilà, une comédie romantique. Peut-être si vous avez un date ce week-end, c'est plutôt le film à aller voir plutôt que trop Autre sortie. Donc Mexico 86, disponible au Victoria, de César Diaz. Pas prendre l'accent italien, puisque c'est ça mexicain. Avec Bérénice Bejo, Matteo Labbé et Leonardo Ortizgri. 1986, Maria, militante révolutionnaire guatémaltèque, est depuis des années exilée à Mexico où elle poursuit son action politique. Alors que son fils de 10 ans vient vivre avec elle, elle devra faire un choix cornélien entre son rôle de mère ou celui d'activiste. Pas d'extrait puisque je présume que la bande-annonce est en espagnol. Mais surprenant parce que Bérénice Bejo, elle fait quand même des films italiens maintenant avec Le Colibri, des films mexicains. Oh, mais regarde, elle s'exporte. Mélanie Thierry fait bien des... Oui, elle s'exporte aussi. Oui. Nos talents s'exportent. Oui. Voilà. Autre sortie, cette fois-ci, c'est un documentaire qui s'intitule Promesse, disponible au Victoria. C'est réalisé par Thomas Hugues Delarose. L'histoire de Lorraine, 22 ans, qui laisse derrière elle l'image d'une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d'heures de vidéos qu'elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n'a jamais vu ces images et il s'était promis d'en faire un film avec son frère jumeau. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d'interroger sa mémoire, celle de sa famille et de réaliser sa promesse. On écoute un petit extrait. Pour partager son histoire. On s'était promis d'en faire un film. La maladie puis la mort de Lorraine n'ont jamais été des tabous dans notre famille. Mais j'ai toujours eu cette impression qu'on se protégeait mutuellement. Voilà, donc un documentaire sur la fin de vie, la maladie. Voilà, à découvrir seulement au Victoria. Autre sortie. Familia, qui sera disponible que à l'Astrée, de Francesco Costabile, avec Francesco Gheggi, Barbara Ronchi et Francesco Di Leva. Ça doit être sympa au tournage. Francesco, il y en a 5 qui se retournent. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai adopté ton style. Bravo. Ouais. Rome, début des années 2000, Licia élève seul ses fils Gigi. Gigi, je pense. Non, je crois que c'est le G, ça se dit comme ça. Ah, d'accord. Peut-être Gigi, moi je sais pas. Et Alessandro, suite à une mesure d'éloignement de Franco, leur père dont la violence a marqué leur enfance. Gigi grandit en trouvant refuge auprès d'un groupe néofasciste et reproduit peu à peu le schéma paternel. Après 10 ans d'absence, Franco réapparaît bien décidé à retrouver sa place au sein de ce qu'il
considère comme son foyer. Pas d'extrait, puisque C'est un film italien. c'est un film italien. Disponible seulement à l'Astrée, et encore une fois à l'Astrée, pour finir, un documentaire qui s'intitule Un médecin pour la paix de Tal Barda, qui est l'histoire de Izzeldine Abouleyash, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, qui voit sa maison bombardée en 2009, tuant 3 de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d'espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d'être nominé 5 fois pour le prix Nobel de la paix. Donc voilà, découvrir à l'Astrée. Et il faut savoir que samedi dernier était au cinéma l'Astrée la réalisatrice Tal Barda. Voilà. Ah d'accord, ok. Et du côté de nos amis Cinéphilex, 2 films cette semaine. On a d'abord le film de fiction Baby, qui sera disponible au Victoria donc les mercredis, vendredis, dimanche, lundi et mardi. C'est un film de Marcello Caetano avec João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro et Bruna Linsmeyer. À sa sortie d'un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul et à la dérive dans les rues de Sao Paulo, sans nouvelles de ses parents et sans ressources pour commencer une nouvelle vie. Il fait rencontre de Ronaldo, un homme mûr qui lui enseigne de nouvelles façons de survivre. Peu à peu, leur relation se transforme en passion conflictuelle. Et puis enfin, on a le documentaire Tardes de Soledad, qui sera disponible seulement les jeudis et samedis avec un avertissement parce que public sensible, c'est un film sur la tauromachie qui est réalisé par Albert Serra, le réalisateur qui nous avait fait Pacifiction. Que tu avais détesté. Allègrement. Donc, l'histoire de ce documentaire, à travers le portrait du jeune Andrés Rocarey, star incontournable de la corrida contemporaine, Albert Serra dépeint la détermination et la solitude qui distinguent la vie d'un torero. Donc voilà, si vous êtes intéressé, Baby et Tardes de Soledad cette semaine du côté de nos amis Cinéphilex. Il est temps de faire une première pause musicale après toutes ces sorties, de nombreuses sorties. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et puis vu que Until Dawn, apparemment, ça parle un peu de boucle temporelle, je me suis dit pourquoi pas mettre la chanson la plus emblématique de ce genre de film, c'est-à-dire Sonny et Cher, I Got You Babe, tiré du film Un jour sans fin. On revient tout de suite après. 92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume. Oui, je suis toujours là, je ne suis pas parti. Il est toujours là. Oui, nous allons pardon. Nous allons partir, tu l'as dit. Non, nous n'allons pas partir. Nous allons rappeler ce qui est toujours disponible au cinéma et qu'on vous recommande. Le film Blanche-Neige. Tu as vu d'ailleurs que Disney, normalement, songeait à arrêter les adaptations live action? Ouais, alors j'y crois moyen parce qu'on sait que Lilo et Stitch va être un carton monumental. Vaiana aussi, sûrement. Et Vaiana aussi, oui. Vaiana qui est tournée, hein, oui, en cours de tournage. Donc bon, voilà. Bon. Lire Lolita à Téhéran, qui est toujours disponible. Qui fait de la résistance, c'est bien, en termes de durée. En même temps, c'est un beau film, je suis content. Très bien. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, le film The Amateur, le film d'espionnage, et le film D'où Jésus. Ouais, dernière semaine. Je ne sais plus ce que c'est. D'où Jésus avec Isabelle Nanty. Oui. Oui, c'est donc le Marie-Lou film que nous avait parlé Vincent. Oui. On déconseille Minecraft, évidemment. Qui est bien parti pour rester, lui, par contre. Et on va commencer avec les avis de ceux que tu as vus cette semaine, puisque, à regret, je n'ai pas pu aller voir Sinners, mais que j'aurais beaucoup aimé. Et ben, je te propose de parler déjà de Sinners. Je fais la petite introduction, donc réalisé par Ryan Coogler, donc qui avait percé avec... J'ai pas vu son premier film où il était avec Michael B. Jordan, qui visiblement est bien. Et donc réalisateur connu pour le film Creed, donc l'héritage de Rocky Balboa, puis il a enchaîné avec l'énorme succès Black Panther 1, Black Panther 2, un peu moins bonne quand même... un peu moins bien. Bon, après, il y a eu des soucis de production vu que l'acteur principal n'était plus là. Oui. Et donc, il revient avec son acteur fétiche Michael B. Jordan, la jeune Hailey Steinfeld et Jake O'Connell. Donc, qu'as-tu pensé de ce film, mon cher Kevin? J'avoue que j'ai passé un très, très, très bon moment. Parce que on est face à un film d'époque qui devient par la suite, comme vous avez vu la bande-annonce, un film de vampire. Ça fait un peu penser à Une nuit en enfer, sauf qu'Une nuit en enfer, on avait la surprise du changement de genre. Ah oui, c'était pas annoncé, ça. Alors que là, en fait, ils auraient pu le faire, la surprise, sauf que vu que c'est clairement sur l'affiche, que c'est... Enfin, voilà. En fait, j'ai pas vu les bandes annonces en plein, donc je savais même pas. Donc en fait, au final, le changement de genre n'est pas très surprenant, mais c'est un film qui est
très drôle. Michael B. Jordan est épatant. Qui fait une double interprétation, je rappelle aussi, parce qu'il joue deux frères jumeaux. Tout à fait. Et puis la réalisation de Ryan Coogler qui est vraiment très impressionnante. Et ça donne lieu du coup à des séquences dantesques d'action, mais aussi une séquence centrale onirique, sur la musique. Oui, j'ai entendu parler. Qui, sans trop en dire, permet en une interprétation de réunir plusieurs temporalités de musique, plusieurs genres. Enfin voilà, ça donne vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, sur l'esclavage, je crois, quelque chose comme ça. Oui, il y a un message lointain sur l'esclavage, mais très en seconde lecture. Mais d'un prime abord, c'est une célébration de la musique et surtout, c'est une confrontation entre les morts et les vivants, parce que bon, les vampires. Il faut forcément qu'ils soient morts pour devenir vampires. Et c'est aussi une confrontation entre le blues et la folk. Ah, la folk qui est donc la musique des vampires et le blues, la musique des vivants. Et du coup, il y a vraiment une confrontation pendant tout le film. C'est vraiment un film à quatre mains, c'est-à-dire qu'on a la réalisation de Ryan Coogler qui est extraordinaire et on le savait déjà, le travail extraordinaire en termes de musique de Ludwig Göransson, qui le nouveau il est compositeur prometteur. Et puis Michael B. Jordan. Michael B. Jordan qui est formidable. Hailey Steinfeld, charmante, formidable, elle a vraiment la tête de la la femme fatale des années 30 un petit peu justement de la Charleston. C'est vrai. Et du coup, ça va parfaitement bien dans cette temporalité. Et il y a plein de nouveaux acteurs aussi dont c'est le premier film. Je pense par exemple au jeune acteur qui joue le joueur de guitare. C'est son premier film et waouh. Jack O'Connell est bien parce qu'il est quand même connu. Jack O'Connell est très très bon, comme d'habitude. C'est l'antagoniste. C'est le vampire premier, si tu veux. D'accord. Voilà. Donc les gens n'ont pas à rebuter la durée du film 2h30. Alors, c'est un peu moins de 2h30, c'est 2h10 je crois. Franchement, ça se ressent pas. Ça se ressent pas parce que la première partie est vraiment cette préparation pour la soirée, puisqu'au final le film est assez linéaire, c'est-à-dire qu'on voit ces deux frangins débarquer, acheter une grange, ils vont préparer la grosse fiesta pour ouvrir leur nouveau commerce. La fiesta, c'est le soir, ça va mal se passer, et voilà. En fait, c'est ça le film. Eh bien, je pense que vous n'avez plus qu'à aller voir Sinners. Les retours sont excellents. Donc, sûrement un film qui va briller aux Oscars l'année prochaine. Peut-être. Mais en tout cas, si vous aimez l'action, si vous aimez l'humour grinçant, si vous aimez le gore, parce qu'il faut quand même pas se mentir que c'est assez saignant, franchement, vous pouvez y aller. Autre sortie que tu as vue, donc Rapide, le film de course. Alors je me rappelle plus du casting, je me rappelle juste qu'il y a Alban Lenoir. Alors il y a Paola Locatelli qui est donc une influenceuse à la base, qui devient actrice grâce à ce film. C'est un film que j'ai vu il y a un mois, donc ça commence à dater un peu. Mais il y a aussi Anne-Marie Vin dedans et Tchéky Cario. C'est un très bon film français sur la Formule 2, Formule 3 plutôt. Le personnage principal rêve de piloter une Formule 1, mais dans le film on ne la voit pas piloter une Formule 1, puisque finalement elle est dans l'apprentissage. C'est un film qui est bien rythmé, un peu classique dans ce côté à la Rocky, on va dire, mais le fait qu'on ait du coup un personnage féminin central sur un sport qui, pour l'instant, est très 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 loin d'être, accessible pour les femmes. Oh oui, j'ai bien connu qu'en plus il faut avoir de l'argent pour faire. En plus, du coup, franchement, c'est assez original, c'est assez inédit et c'est assez frais. Et franchement, on passe un très bon moment. Les scènes de course sont sympas. Les scènes de course sont très sympas. Ah bah un film français de course, pourquoi pas. Voilà. Et j'ai perdu son nom. Comment il s'appelle ? Alban Lenoir est dans un rôle à contre-emploi total, plus comique. Tu sais qu'il sera prochainement Lucky Luke dans une série adaptée. Oui, mais je pense que il y a moyen qu'il soit bon. Oui, non, mais c'est possible. Vraiment, il m'épate ce gars-là. Eh ben, pourquoi pas. Alors, Rapide. Et puis, la dernière sortie, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, le film coréen. Thaïlandais, autant. Film thaïlandais qui, c'est marqué sur l'affiche, a fait rire et pleurer le monde entier. Eh ben, je fais partie clairement du monde entier, puisque j'ai énormément ri devant ce film où on a l'histoire d'un petit-fils qui apprend que sa grand-mère n'en a plus pour très longtemps. Il ne lui reste plus qu'1 an à vivre, et du coup, il se dit, tiens, si j'allais m'occuper d'elle pour que peut-être j'ai plus de chance à l'héritage. Je rafle le pognon, oui. C'est ça, le pognon et la maison. Et
il arrive forcément ce qui doit arriver, c'est-à-dire que la grand-mère et le petit-fils vont se redécouvrir d'une certaine manière. Alors, j'ai lu chez Télérama qui disait que c'était très convenu et qu'on perdait l'humour grinçant dans le film pour finalement partir dans le mélodrame. Télérama. Voilà, Télérama, bon, les rabat-joie de d'habitude. J'ai envie de dire que c'est un film à voir absolument. C'est un petit bijou. Vraiment, c'est réussi de bout en bout, c'est juste à chaque instant. Et ce discours qu'il y a sur cette quête à l'héritage, cette quête à l'amour, au final, de savoir mais qui est le préféré de la grand-mère, du grand-père, enfin à chaque fois. On peut penser que c'est cliché, mais mesdames et messieurs, je peux vous confirmer, pour être un peu dans ce métier-là, que ça ressort souvent. Les clichés sont vrais. Les clichés sont vrais. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était autant réussi du côté comique, parce qu'il s'envoie des scuds, le petit-fils et la grand-mère, donc c'est assez drôle. Et en même temps, profondément beau, touchant. La fin, va vous cueillir, je pense, de manière certaine. Et voilà, c'est un petit bijou. Je vous le conseille. D'ailleurs, il fonctionne très très bien. Donc, allez le voir. Il est encore au Victoria et à l'Astrée. Foncez. C'est une réussite totale. Eh ben moi, je vais vous parler en conseil télé d'un autre petit bijou, bon, un peu plus classique depuis le temps. Mais quand vous aurez fini l'émission, précipitez-vous et lancez votre télévision sur Six After, puisqu'est diffusé ce soir Mission Impossible 1 de Brian De Palma, avec Tom Cruise, Jon Voight, Ving Rhames, Jean Reno, Emmanuel Béard, etc. Christine Scott Thomas, exactement. Donc c'est l'adaptation de la série éponyme qui avait eu 2 versions. Et pour moi, je pense qu'on est dans la meilleure adaptation de série télé en film. Je pense que c'est mon film d'espionnage favori également, que j'ai vu déjà tout petit. Alors, je suis très affilié à la saga Bond, mais la saga Mission Impossible a une place de choix dans mon cœur. Je trouve ce film surprenant, surtout que je connaissais la série quand j'ai vu pour la première fois le film. Bon, je me rappelle pas le twist quand même. Disons que pas vu. Le film tue la série. Le film tue la série et fixe de nouvelles bases, mais en termes de réalisation, Brian De Palma s'est encore surpassé avec ses choix de cadre, je veux dire, ces plans débulés, ces contre-plongées, tout ça pour fixer la tension dans les dialogues. Je pense à la scène de tension entre Tom Cruise et Keith Ridge juste avant que l'aquarium explose. Là, oui. J'adore. Et la scène de révélation avec Jon Voight aussi. Ça, je crois que c'est ma scène préférée du film. Et puis évidemment, il y a la scène d'action dans la CIA. Oui, une scène évidemment sans musique avec la goutte de sueur. Je crois qu'il y en aura inspiré plus d'un, et la scène aussi du train à la fin du TGV, qui est peut-être celle qui est le plus vieillie. Oui, et encore que je la trouve encore efficace. Ça va encore. Ouais. Mais là, on pourrait reprocher un peu à la saga Mission Impossible, que j'aime beaucoup, mais avoir pris ce virage action quand même. Depuis quand même quelques épisodes, mais celui-là, c'est un vrai film d'espionnage qui se tient de bout en bout. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous invite à aller le découvrir, foncez, et si vous l'avez déjà vu, eh bien, replongez-vous dedans, puisque prochainement, vous aurez Mission Impossible 8 Final Reckoning, et qui a l'air quand même de pas mal piocher dans cet épisode-là. Je dis ça, je ne dis rien. Donc c'est ce soir sur Six After, 21h10. Voilà. Six After? Oui, on dit quoi? C'est Sister, non? Sister, Six After. Moi, j'ai dit Six After, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Je ne sais pas. Ah oui, Sister, oui. C'est Sister. Autant bon, ouais. J'étais là, Six After, ça doit être une nouvelle chaîne, maintenant que la TNT a eu des chamboulements. Comment passer pour un abruti en direct? Voilà quelqu'un qui regarde pas souvent la télé. Oui, malheureusement, oui. Mais je vois beaucoup de films que je peux vous recommander. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est tout pour cette deuxième partie d'émission. On fait une deuxième pause musicale avant de se consacrer à notre focus sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et vu qu'on va lancer ce sujet, on va s'écouter du bon vieux son Where's Your Head At de Basement Jaxx, tiré du film Lara Croft Tomb Raider. Et on revient tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent.
Et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes toujours en compagnie de Guillaume. Oui, je suis toujours là, je ne suis pas parti. Et nous allons parler donc, parce que c'est un médium que nous apprécions tous les deux, le jeu vidéo. Bien sûr, et qui a... Médium, on dit? Oui, un médium. C'est vrai que c'est aussi un médium qui intéresse beaucoup notre génération. Disons que voilà. Oui, puis alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de films en jeux vidéo, donc c'était monnaie courante, et c'est vrai qu'il y a eu une mode qui s'est lancée à la fin des années 90, c'était l'adaptation justement de jeux vidéo en film. Qu'est-ce qu'il y a eu en premier? Il n'y a pas eu des Street Fighter, des trucs comme ça? Ils disent qu'en premier, c'est surtout Super Mario Bros. En 93. Oh oui, je sais que je l'ai vu une fois. Moi, je l'ai jamais vu. Ah, alors, en fait, je l'avais pas trouvé si pire, mais enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, si, à un moment, tu as, comment il s'appelle? Bob Hoskins qui fait Oh, voiture Simone! Et à la fin, donc, ils ont la tenue de plombier et tout ça, bref. Mais je crois qu'en fait, les anecdotes sont plus marrantes parce que je crois que, comment il s'appelle? Mince, Denis Hopper était complètement défoncé. Ah, je crois, oui. Et je crois que John Leguizamo et Bob Hoskins passaient leur temps à se bourrer la gueule tous les deux ensemble. Il y a une rumeur qui dit que Denis Hopper était plus défoncé pendant Super Mario Bros que pendant Easy Rider. Oui, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Et les deux passaient leur temps à boire des coups. Et au final, bon, voilà. Le film, à chaque fois que je le vois, je me dis, faut oser faire ça. Non, mais vraiment, c'est un de ces trucs. Mais bon, voilà. Donc, de piètre mémoire, et qui a scellé les adaptations Nintendo pendant de nombreuses années. Jusqu'à Super Mario Bros, le film d'animation qui est en 2023. Vous savez, 2022, je sais plus. Ouais, 23. Je considère ça comme un bon fast-food bien gras. Ouais, en fait, c'est bien, c'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien fait, donc. Ouais, dans les premiers souvenirs quand même. Alors, ouais, il y avait déjà la série télé, mais Pokémon, l'adaptation. Pokémon, l'adaptation en dessin animé. Il y avait l'adaptation en dessin animé, puis moi je me rappelle être allé voir les films au cinéma, le premier. Ah oui, le premier avec Mew contre Mewtwo. Oui, c'est ça, oui. Où Sacha, à un moment, se faisait changer en pierre et les pleurs des Pokémon le faisaient revenir à la vie et tout ça. Et je crois qu'il y avait même le 2 après. Enfin bon. Oui, il y a Pikachu qui le ramène à la vie en lui donnant des décharges. Ouais, mais après ils pleurent tous les Pokémon. Ah oui. Enfin bon, bref. C'était ma mère qui m'avait emmené voir ça. Mais dans les années 90, on a eu aussi les Mortal Kombat avec Christophe Lambert. Eh oui, c'était prémonitoire, on en parlait tout à l'heure. Mortal Kombat qui a donné lieu à une autre adaptation un peu plus récente, qui a une excellente séquence d'ouverture, d'ailleurs disponible sur Internet, et après le film devient complètement pourri. Oh, ça dépend, ça passe. Franchement, ça passe. Après, de toute façon, le problème de base, c'est que Mortal Kombat, c'est sympa à jouer, mais le scénario est con. En fait, le problème, c'est qu'on fait que de parler du Mortal Kombat dans la dernière adaptation, mais on ne voit pas le Mortal Kombat. Alors, normalement, on devrait voir ce Mortal Kombat en fin d'année. Il y a toujours Sanada? Il y a toujours Sanada et Mortal Kombat 2 avec, Johnny Cage qui est interprété par Karl Urban. Karl Urban, oui, exactement. Pourquoi pas. Et par contre, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, il y avait, et pourtant, je n'étais pas joueur, Final Fantasy. Les créatures de l'esprit. Les créatures de l'esprit. Alors, moi, je préfère les autres adaptations. Alors, moi, je l'ai vu une fois, mais je n'avais jamais joué au jeu, mais je crois que ça n'a rien à voir. Et j'ai surtout trouvé ce film pourri. Avec Lara Fabian qui chante le générique de fin. Oui, mais il est pourri, ce film. Je l'ai jamais vu. Ah, t'as jamais vu? Jamais vu. C'était un film, par contre, qui a lancé la performance capture. C'était l'un des premiers. Au moins, on peut dire que c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, c'est certain. Et avant, encore une fois, de parler d'un plaisir coupable, il y a eu pendant longtemps une adaptation qui était prévue de Resident Evil, la saga de jeu, par George A. Romero. Et finalement, alors c'est devenu un peu une arlésienne, on sait plus au final si Romero disait qu'il avait écrit plein de scénarios qui ont été refusés. Le scénario en ligne. Ok, alors finalement il avait bien écrit un scénario, mais qu'au finalement Capcom ou je ne sais plus qui avait les droits, c'était un peu débiné pour une saga d'action. Oui, c'est un mélange entre Resident Evil 1 et 2, ce qui est étrange parce que c'est pas sur la même timeline, mais c'est pas sur la même journée, mais pas mal. Pourquoi pas. Et par contre, l'adaptation pour nous de notre époque, celle qu'on se rappelle le plus, celle où j'avais le poster dans la chambre, c'est évidemment Tomb Raider de Simon West avec Angelina Jolie. Comment il s'appelle? Glenn Powell. Oui, Monsieur Powell. Oui, mais c'est comment l'acteur? C'est Yann. Ah oui. Oui.
Yann Glenn. Ah bah oui, tu vois, Glenn Powell, non, oui, parce que c'est Monsieur Powell et c'est Yann Glenn. Ouais. Monsieur Powell. Et puis il y a Daniel Craig qui est dedans, ne l'oublions pas. C'est pour ça que quand ils avaient annoncé James Bond, j'ai dit c'est le mec de Tomb Raider. Le mec de Tomb Raider. Pareil, moi j'ai eu la même. Dans la rage, je travaille. Non, vraiment, moi j'adore le revoir au moins. Oh là. Oui. Ah oui, non mais. En fait, le film, il va à 10 000 à l'heure, mais c'est débile. Mais en même temps, les scénarios de Tomb Raider, c'est débile. Mais ça va très bien avec. Mon ignorance m'amuse quelque peu. Ah oui. Elle lui dit, moi c'est ton ignorance qui m'amuse un peu. Non mais en fait, en vrai, on dit que c'est pas très fidèle. Moi je trouve ça assez fidèle quand même. C'est très fidèle à l'esprit, je trouve. Oui, parce qu'en plus peut-être plus le 2, certes. Ouais, mais là il y a la maison, il y a toutes les conneries, oui. Il y a du fan service. Mais il est peut-être un peu trop high-tech. En fait, je trouve qu'il a mal. C'est la scène de fin quand ils sont, tu sais, sur les trucs qui tournent, qui a mal vieilli. Ça fait un peu téléfilm, je trouve. Ouais, mais ça fait très Tomb Raider. Ouais, mais ça fait téléfilm. Ouais, ça va. Je trouve que ça fait encore son petit effet. En fait, ça nous manque un peu ce genre de décor qui, tu sens, où tout est solide. Ils ont vraiment tourné dedans, quoi. Oui, c'est vrai, oui. Et puis avec une confrontation entre Angelina Jolie et son propre père, John Voight, quand même. Oui, qui c'est vrai. Qui étaient fâchés à l'époque et qui se sont réconciliés grâce au film. C'est ça, exactement. Mais le film est plaisant, c'est drôle. Enfin, Angelina Jolie, elle fait un peu des caisses, mais ça passe, ça fonctionne. Ça passe super. Et le 2, je trouve vraiment très bon aussi, réalisé par Yann de Bont. Oui. Quand même Speed, à la base. Et avec Gérard Butler. À l'époque où il croyait en ce qu'il faisait, je crois. Oui, avoue que tu m'aimes un peu, Lara. Ouais. Ah oui. Et puis attends, mais il y a comment aussi, mince, celui qui joue le méchant qui joue Jules César dans Rome aussi. C'est Ciarán Hinds. Ah oui, qui est pas mal. Mais en plus, l'histoire est enfin, l'autre aussi, l'histoire était inédite. Mais là, vraiment, le coup de la boîte de Pandore, c'était pas mal. Très intéressant. Et la fin est vraiment culottée, je trouve. Bah là, elle fonctionne en termes d'émotion. Oui. Parce qu'en fait, ils ont pris quand même 2-3 risques. Les effets spéciaux ont un peu mal vieilli. Il y a Jimon Unsu d'ailleurs. Il y a Jimon Unsu, oui, c'est vrai. Mais le film se tient. Je le trouve même meilleur. Ouais, il est peut-être plus aventure encore que le premier. Oui. Et puis la complémentarité entre Angelina Jolie et Gérard Butler fonctionne très bien. Oui. Le seul défaut, c'est que je crois que le film avait quand même bien moins marché. Alors pour le coup, il avait juste un tout petit peu moins bien marché, et ça a suffi évidemment à l'époque pour ne pas donner lieu à un troisième film. Et on se rappelle on en rit souvent avec Kevin, puisque si vous aviez le DVD, derrière c'était marqué entre guillemets, ça déménage. Voilà. Non, mais les répliques qu'il y a sur le DVD, mais c'est tout bonnement. Bravo, c'est réussi ou je sais plus quoi. Oui, je vais vous retrouver ça, mais il y a des trucs, c'était extraordinaire. Et il y a eu une autre adaptation en 2018, si je ne dis pas de bêtises, avec Alicia Vikander qui reprenait le rôle et de Lara Croft, qui était l'adaptation du reboot de Square Enix de 2013 et qui était... Comme sur le devant du DVD, vous avez bravo, encore mieux que le premier, c'est chaud. Et derrière, c'était bien marqué. Ça déménage. Ouais. Et donc oui, je parlais de l'adaptation de 2018, donc qui reprenait le reboot qu'avait fait Square Enix en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et donc qui est une adaptation, là pour le coup très fidèle du jeu. Oui, même non, parce qu'il y a un côté plus présent du père aussi de Lara Croft qui n'était pas dans le jeu. Ouais, mais je veux dire, les scènes d'action sont les mêmes. Ah oui, par contre c'est les mêmes. Ça, et peut-être à défaut. Le seul truc que j'ai vraiment, parce que c'est quand même pas trop mal, ça se laisse regarder, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était toute la dernière partie qui, par contre, n'était pas dans le jeu. Vraiment, la partie tombe, où ils sont enfermés dans le tombeau, et là, t'as des énigmes, t'as des pièges, et là, c'était vraiment très sympathique à regarder. Mais le film avait marchouillé, donc c'est vrai qu'il y avait une suite annoncée. Qui a été tuée par le Covid. Oui, c'est vrai. Hélas. Mais prochainement, nous aurons une série live-action plutôt écrite et produite, je dirais, par Phoebe Waller-Bridge. Dont les dernières rumeurs parleraient qu'elle serait peut-être annulée. Ah, d'accord. Puisque, on espère d'autres adaptations de Tomb Raider. Autrement, on est obligé de parler de la saga Resident Evil. Ah oui, moi, c'est gros plaisir coupable. Enfin, hormis quelques épisodes. Comme je te disais en off, je croyais que cette saga se tirait la bourre. Elle se répondait avec Fast and Furious. Quand Resident Evil faisait revenir des personnages morts depuis 3 épisodes, Fast and Furious faisait pareil. Enfin, c'est vrai. Resident Evil, j'aime bien le 3. J'aime bien le premier, quand même. Qui a un côté post-apo dans le désert qui est sympa et qui est réalisé par Russell Mulcahy, donc celui qui a fait Highlander. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils s'étaient enfermés. Ils pensaient vraiment que ça allait être la fin.
Et après, ils ont relancé un autre truc derrière, c'était complètement... Après, c'était de mal en pire, enfin, c'était catastrophique. Oui, parce qu'ils disent qu'il y a une bombe nucléaire dans le 3 et qu'il n'y a plus rien, et puis finalement, il y a encore... Par contre, il y a de très bonnes bandes son. Celle du 4, c'est la meilleure, je trouve. Et celle du 4, celle du 5 aussi, qui est pas mal. Et puis la bande son de Marilyn Manson sur le premier était assez marquante. Le problème, c'est qu'il s'était complètement perdu. Puis alors à la fin, Paul W. Anderson fait plus de ralentis que de scènes normales. Donc à mon avis, ce doit ramener les films à 1 heure au lieu d'1h30. Mais bon, pour moi, c'est comme manger du fast-food. C'est gras, ça fait du bien, mais c'est vite oublié. Et par contre, pour le coup, là, en termes d'adaptation, on est à 10 000 km du matériau de base. Le premier essayait. Après, on n'essaie plus. Après, on n'essaie plus. Il y a un film que j'avais vu au cinéma à sa sortie, je ne l'ai jamais revu, c'est Silent Hill, premier du nom, et j'avais trouvé l'ambiance vraiment bien. C'était Christophe Gans qui l'avait... Oui, Christophe Gans. Oui, parce qu'il y a Xavier Gans, mais on y viendra après. Ouais. Et le film fonctionnait bien, en plus avec une fin ouverte. Il y a eu une suite de piètre mémoire et Christophe Gans refait donc justement un autre film Silent Hill qui est visiblement la suite du premier, mais très attendu par les fans. Adapté de Silent Hill 2. Oui. Il y a aussi Hitman, donc qui avait été lancé. Adapté 2 fois. Moi que j'aime bien, le premier de Xavier Gans, j'aime bien. Les deux, ça se bien regarder. Alors j'aime pas du tout le deuxième, moi. Le 2, je trouve que c'est un délire tellement con que ça passe. Et on sent qu'à pour le coup, ils essayent même pas, et c'est pas grave. D'accord. Après, il y avait quand même eu la volonté de coller un peu plus, justement. En fait, il y a eu énormément d'adaptations, de mauvaises adaptations, non plébiscitées par les fans, enfin reniées par les fans. Et donc, à partir d'un certain film, il y a eu quand même les studios, du moins qui éditent les jeux vidéo, ont eu la volonté que ça colle un peu plus, à se dire genre, de respecter. Quand on a remarqué qu'ils nous fassent des films un peu, des films complètement pétés. Et donc, c'est né avec Warcraft, je pense, si je dis pas de bêtises. L'adaptation de World of Warcraft, ils ont essayé quand même. C'est là qu'ils ont vraiment démarré, essayer de coller à l'univers le plus possible. On peut même dire un petit peu avant. Je trouve que Prince of Persia. Ah oui, très bon. Est un très bon film de divertissement à la Disney, parce que c'était du Disney, mais c'était. Je trouvais que il y avait. Il se revoit très bien. Il se revoit très bien. Je l'ai revu d'ailleurs cette année parce que je rejouais au jeu Les Sables du Temps. C'est Dastan, non? Dastan, oui. Bon, alors c'est vrai que le personnage normalement n'avait pas de prénom, mais bon, fallait en donner un. Mais Gemma Atherton très convaincante en princesse. Bill. Et puis Jack Gyllenhaal est extraordinaire. Ben Kingsley en vizir, c'était parfait. Et franchement, l'histoire. Évidemment, on ne reprend pas le schéma du premier jeu parce que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué d'adapter. On le reprend bien, hein. Non, mais disons que c'est pas à huis clos dans un palais. Oui. Mais il y a bien cette histoire de dague, tout ça. Les scènes où il remonte le temps. Ça c'est génial. Ah ouais, c'est super bien fait en plus. C'est génial et l'histoire, franchement, colle très très bien pour un film de divertissement avec ce retour dans le temps, machin, tout ça. Et franchement, revoyez-le. Il y a Alfred Molina qui a un second rôle. Ah oui, c'est vrai, oui. Ultra drôle, oui. Lui, il fait des courses d'autruche. Oui. Il parle limite à une autruche comme si c'était sa femme. Enfin, voilà. C'est comme dans Bénure. En fait, oui, mais lui, c'est repris de Bénure, oui. Oui, voilà. Max Payne, tu l'avais vu? Jamais osé. J'ai regardé le début et j'ai arrêté tellement c'était catastrophique. Ils avaient rajouté un côté plus fantastique. Oui, j'avais l'impression qu'il y avait un côté fantastique. Alors qu'il n'y a pas du tout de côté fantastique dans Max Payne. Bah ouais. Moi, je croyais que ça arrivait dans le 2. J'avais pas fait le 2 à l'époque. Et puis, je supporte pas Mark Wahlberg. Donc, là, franchement, si le film est mauvais, j'arrête tout de suite. Il y avait Need for Speed. Je me rappelle, mais j'ai beaucoup ennuyé. Mais je sais que les aficionados du jeu trouvent que c'est pas trop mal. C'était un film de braquage, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec 2-3 séquences de tension un peu idiotes, genre on vient de passer 2-3 stations-service, mais pourquoi pas se transfuser de l'essence entre deux voitures pendant qu'elles roulent, meilleure idée du monde. Il y a aussi mince, j'ai perdu celui que je voulais dire. Vas-y. Tu parlais de Warcraft. Moi, pour le coup, Warcraft, c'est sans doute une bonne adaptation, mais le problème, c'est que j'ai trouvé que c'était une adaptation qui laissait le grand public en dehors. Oui, c'est ça. Oui, non, mais il fallait connaître tous les tenants et aboutissants. J'ai retrouvé Assassin's Creed. Oui, sorti de la même année. Qui est malheureusement un peu déçu. Oui. Moi, je trouve que c'est un film qui se laisse regarder, mais peut-être parce que j'ai un profond affect avec la saga. Moi aussi, mais non, mais le film est bien, mais au final, on n'est
pas assez dans l'animus. On n'est pas assez dans l'animus. Fassbender fait du mieux qu'il peut. D'ailleurs, il était aussi producteur, donc il y croyait à fond. Non, parce qu'il aimait Il aimait l'univers. beaucoup. Marion Cotillard, on a un petit peu rien. Elle s'en tape un peu, le Cotillard. Oh, ça va. Ouais. Mais enfin, voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y avait quand même Charlotte Rampling et Jeremy Irons dedans. Ah oui, c'était Justin Kurzel, oui, c'est ça. Oui, qui avait signé Macbeth. Ouais, c'est ça, mais en fait, je m'étais tapé Macbeth, que j'avais trouvé extrêmement chiant comme film. C'est Lady Macbeth, enfin tout ça, la trahison et tout. Et il y avait déjà Marion Cotillard et Michael Fassbender, et derrière, il fait Assassin's Creed, ça m'a surpris, mais je vois qu'il est à la tête du prochain, de l'adaptation The Order. Ah, ça existe encore, ça? C'était le jeu qui était sorti oui, il y a déjà 10 ans. Oui. Je sais pas si ça va se faire, ça. Dans ceux qui auraient dû se faire, il y avait BioShock qui ne s'avait jamais fait. BioShock, mais après, ouais, c'est tellement particulier. Je crois que c'était Del Toro qui en avait parlé un temps. Oui. J'ai jamais fait. Excellent. Dans celle qu'on peut noter quand même dernièrement, il y a aussi Gran Turismo qui est une petite arnaque, mais au final, c'est un très bon film de course. C'est une arnaque, explique, parce que... Oui, parce que en fait, on parle d'un jeune... D'une histoire vraie, D'une histoire vraie qui a participé à un programme Gran Turismo pour former en fait des joueurs de jeux vidéo à devenir pilotes. Et le film est vraiment très très bien foutu. Autre arnaque, c'est le film Tetris. Ah oui, où Tetris. Tout le monde disait, mais ça va être nul Tetris, pourquoi faire un film sur Tetris? Eh ben, ils ont fait un film sur comment Tetris est né. Et alors, du coup, c'est super. C'est franchement, c'est peut-être le meilleur film qu'on parlera ce soir, je trouve, avec Taron Egerton. Je trouve pas loin, ouais. Franchement, il est très, 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 très bon, très rythmé. Le film Uncharted, un bon film d'aventure. Moi, je vais pas bouder mon plaisir, franchement, avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Dès lors qu'on s'est fait au casting un peu chelou, puisque Mark Wahlberg ressemble plus à Nathan Drake. Oui, mais il est un peu vieux maintenant. Il est un peu vieux. Ça se laisse bien regarder. Il y a 2-3 séquences d'aventure. Moi, le genre de l'aventure est un genre que j'adore et que je trouve qu'il me manque énormément. Et donc, dès lors que j'ai un peu ce souffle de chasse au trésor, d'énigmes, je suis très vite emballé dedans. Il y avait des jeux des films qui font penser à des jeux vidéo, genre Hypertension. Ça fait très jeu vidéo. Oui. Le 1 et le 2, justement. Ultimate Game. Oui, ça c'était nul. Non, mais il y en avait un récemment, mais il me revient pas en tête. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, mais. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, exactement. Un chef-d'œuvre. Moi, j'ose te dire, c'est un chef-d'œuvre. Non. C'est un des chefs-d'œuvre de science-fiction ces dernières années. La dernière partie m'embête un peu, celle à Paris. Ah, moi, je trouve ça génial. Non, mais il est bien, le film, je suis d'accord. Mais oui, ça fait très jeu vidéo. Et puis récemment, on a eu aussi Détective Pikachu qui était pas mal, sans plus. Sonic qui se bonifie avec le temps. Oui, donc, ce que tu dis à chaque fois, donc il continue. Je pense que le 6e sera un très grand film. On espère. En termes de vraiment celle que tu détestes d'adaptation de jeux vidéo. Moi, là, je viens de tomber dessus par hasard. Il y a Monster Hunter, alors je connaissais pas le jeu, mais c'était nul, ce film. Je m'étais ennuyé au plus haut point, exactement. Mais Five Nights at Freddy's, j'ai pas aimé du tout. J'ai regardé, mais en fait, je connaissais pas l'univers du jeu vidéo. Moi non Gros plus. carton qui a une suite très prochainement. Oui. Mais après, pour le reste, il y a un côté un peu jeu vidéo dans John Wick aussi sur la fin. C'est vrai. Un côté beat'em all où tu arrives, tu tues tout le monde et tout ça. Enfin, surtout dans le dernier, notamment, tu sais, la scène de fin qui est filmée en top shot. Oui, dans un studio, elle a vraiment cette allure-là. Qu'est-ce qu'il y aurait en vraiment de détestable? Détestable, je sais pas, mais par exemple, on a oublié de parler en film d'animation. Il y a 2 autres films Final Fantasy que j'aime bien. Alors, le 7 Advent Children, faut forcément connaître le 7e jeu. Mais Kingsglaive, qui se passe avant le 15e jeu, était vachement bien. Il y a des films d'animation Resident Evil aussi. Oui. J'ai jamais vu, moi. Qui sont très moyens, on va pas se mentir. Ça se laisse regarder, mais c'est très, 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 très moyen. D'accord. Et puis, dans les adaptations qu'on aimerait voir, qu'est-ce que tu as, toi? Eh bien, j'avais pensé, j'ai déjà oublié, mais tu vois, le fait que tu aies parlé de BioShock, c'est vrai que BioShock, ça peut être une bonne idée. Moi, il y aurait Metal Gear Solid qui est Metal Gear Solid depuis des années, avec tantôt Hugh Jackman, tantôt Oscar Isaac. Donc, c'est l'adaptation des jeux d'Hideo Kojima, mais on n'a pas de nouvelles, en tout cas. Et puis, je crois que c'est en cours de projet chez Disney, mais en côté animation, série animation, Kingdom Hearts,
qui était ce mélange entre Final Fantasy et Disney. Et je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que si ça fonctionne, mais ça devient le carton ultime. Les personnages Disney qui se parlent entre eux, enfin je veux dire, les gens deviendraient fous. Peut-être, oui. Ah, on a oublié de parler, évidemment, très très bonne adaptation. Nous, on retient The Last of Us, mais qui est une série télé. Côté série télé, oui. Alors il y a aussi Halo, il y a aussi... Halo, je ne sais pas. Alors il y en a qui aiment parce que c'est très différent, il y en a qui détestent parce que c'est très différent. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Je sais pas ce qu'on a aussi en termes de séries télé. On a Castlevania, on a aussi Lara Croft ces derniers temps. C'était pas très bien. Hein. C'était moyen. Resident Evil qui a tenté la série Netflix mais qui s'est planté. Ah oui, c'est vrai. Oui, lamentablement. J'avais oublié. Oui. T'as osé regarder ? Non. Mais il y avait eu un film aussi à un moment. Ils avaient refait un film. Resident Evil, bien sûr, oui. que j'avais vu au Grand Rex à l'époque, une sombre daube. Ouais, avec Kaya Scodelario, non, c'est ça ? Tout à fait. Et qui là, par contre, collait énormément à Resident Evil 2 et un petit peu au 3. Et qui adaptait vraiment cette nuit-là où les personnages se croisent. Et en fait, ça se plante complètement. À la fin, il y a une vache qui vole. Enfin, voilà. C'est vrai ? Oui, parce que par le souffle de l'explosion, tu vois une vache voler. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Ah merde. Non, c'était vraiment catastrophique. Alors, il y a un nouveau film qui est en chantier, Resident Evil. Cette fois-ci encore, on nous dit oui, ce sera encore plus près des jeux, mais bien sûr. En fait, je crois que le problème de Resident Evil, c'est que c'est tellement nanar. Mais dans le jeu, ça fonctionne très bien. Si t'adaptes le 7, c'est un peu comme Metal Gear. Hein. Oui. Metal Gear, tu reprends le scénar, des fois, ça fait quand même nanar. Hein. Ça part dans tous les sens. Exactement. Si t'adaptes le 7, pourquoi pas. Et puis en termes de série, on a oublié The Witcher, qui est autant une adaptation de. J'ai jamais joué. De romans que de jeux. J'ai un peu joué au premier et j'avoue que la série, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai bloqué au milieu de la saison 2, c'est très lent. Oui, les gens étaient un peu déçus, dis-moi. Et pour répondre à la question, avant de terminer cette émission, alors, adaptation de jeux vidéo, faut-il continuer ou pas ? Selon toi ? On a oublié une série Fallout qui était géniale. J'ai envie de dire, il faut réfléchir à deux fois avant d'en faire une. Il faut réfléchir si vraiment on peut transposer le jeu en film. Je trouve que les adaptations qui fonctionnent le mieux, c'est les adaptations de jeux qui reposent sur un concept très simple. Tomb Raider, ça marche parce que c'est une aventurière qui part à la recherche d'un trésor. Tu peux faire 15 000 films Lara Croft, ça tient le café. On aimerait beaucoup. Faire un film Metal Gear Solid, tu vois. Non, parce que le scénario, ça commence déjà à être compliqué. Il frise avec le nanar et le jeu est déjà inspiré. Il brise le quatrième mur, je sais pas combien de fois. Oui, mais je veux dire, c'est que c'est déjà inspiré du cinéma et tout ça. Enfin, tu vois. Et puis les adaptations de jeux de combat, genre les Tekken, les Mortal Kombat, les Street Fighter, ça n'a jamais donné lieu à de bons films. Non. Parce qu'en fait. Et je crois qu'il y a eu un Street Fighter aussi. Oui, avec Jean-Claude Van Damme. On l'a oublié. Mais oui. Très mauvais, oui. Et j'allais dire Madonna, mais non, c'est Kylie Minogue. Kylie Minogue, oui, exact. Ouais. Mais enfin voilà, je veux dire, je pense qu'il faut vraiment aller sur des concepts simples et puis tenter l'adaptation et puis peut-être faire de l'animation parce que c'est vrai qu'on a quand même Zelda qui va débarquer au cinéma en 2027. Oui. Si le film se plante, c'est fini. Ça va. On a eu Nintendo s'arrête pour faire les films. Bon, il y aura Super Mario Bros 2 qui va marcher, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que Nintendo dira OK, les live action, c'est pas pour nous. On fait des films d'animation et c'est tout. Mais ne pas faire des films comme Minecraft. Oui, qui est une calamité sans nom. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir. Côté programmation, la radio demain 3 émissions. Le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. L'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et l'émission spéciale Les Papillons d'Aix de 17h30 à 18h30. On va se quitter sur la musique doudou par excellence. Only Time d'Enya, tiré du film Gran Turismo, mais aussi tiré du film Sweet November, avec Keanu Reeves et Charlize Theron. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui fait bien pleurer dans les chaumières. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout allez au cinéma. Bonne soirée.